Thomas, ça ne serait pas les 4V? Allez. Non? Si, absolument. Ah, c'est à vous. Ah oui, excusez-moi, évidemment, c'est vous qui faites les 4V aujourd'hui. Vous recevez Xavier Bertrand. Voilà. Et candidat à l'élection présidentielle, bonsoir et bienvenue à vous Xavier Bertrand, bonjour même plutôt. Vous avez choisi de mettre les questions de sécurité au cœur de votre campagne, ainsi vous proposez des peines minimales obligatoires quand on agresse un policier, un gendarme ou un pompier. Et puis vous avez dit aussi que vous voulez renforcer le pouvoir des procureurs. Pour des peines jusqu'à 5 ans, je veux qu'ils puissent eux-mêmes, les procureurs, prononcer les sanctions. Ça veut dire quoi? C'est la fin des droits de la défense? Certainement pas. On est en France. Justement. On est un pays de droit, un État de droit. Ce sont les juges qui prononcent les peines, ce ne sont pas les procureurs. Mais je souhaite qu'il y ait des peines qui ne soient pas, bien sûr, les peines de prison, qui puissent être prononcées par les procureurs. Par exemple, des amendes, la confiscation, le travail non rémunéré. Je souhaite que l'on puisse aller plus loin dans les pouvoirs du procureur. Mais pas de peine de prison, alors? Ce n'est pas un procureur qui va envoyer pourtant, directement... vous avez dit, pour les peines jusqu'à 5 ans, je veux qu'ils puissent eux-mêmes prononcer. Pour les peines encourues jusqu'à 5 ans. Vous savez, je me suis exprimé sur cette question à Saint-Quentin, dans ma ville, sur ces questions de sécurité, et j'avais dit les choses très clairement. Alors maintenant, peut-être que certains ne souhaitent pas qu'on aille plus vite. Voilà pourquoi ils critiquent mes propositions. Mais une chose est certaine, non, en France, on n'ira pas comme ça, en prison, du jour au lendemain, sans jugement. Pas de lettres de cachet, pas de retour des lettres de cachet en France. Et donc les droits de la défense seront maintenus. Toujours. Le procès équitable sera maintenu. On ne sera pas sur une justice expéditive avec Xavier Bertrand. Mais évidemment. Par contre, qu'on se soucie un peu plus des droits de la victime, que l'on se soucie un peu plus de fermeté vis-à-vis des délinquants et des criminels, qu'on mette un terme à cette impunité, alors ça, oui, si les Français me font confiance, j'irai clairement dans cette direction. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en pleine surenchère sécuritaire dans cette campagne? J'ai l'impression que c'est la zémorisation de la campagne, c'est à celui qui tapera le plus fort. Certainement pas. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de savoir ce que disent les extrêmes pour savoir ce que je dois faire. Ça a été le cas dans ma ville de Saint-Quentin, c'est le cas à la tête de la région, et ce sera le cas demain à la tête du pays, encore une fois, si les Français me font confiance. Mais je ne parle pas que de sécurité. Depuis que j'ai lancé ma campagne, depuis fin mars, je dis, il y a la question de notre mode de vie qui est en jeu. Notre mode de vie, c'est qu'on continue à vivre dans une France qui ressemble furieusement à celle qui m'a vu grandir. Mais moi, depuis la fin du mois de mars, je parle du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Si ça ne vous embête pas, je vais vous poser des questions tout à l'heure, mais je vais quand même garder la maîtrise des questions, et vous avez la maîtrise des réponses. Zemmour, c'est un guignol, a dit Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle a raison? Écoutez, il est candidat ou pas? Pour l'instant, pas. Alors on en parlera s'il est candidat. C'est un peu hypocrite, ça, non? Non, pas du tout. Parce qu'il fait des meetings partout. Mais que moi, ce qui m'intéresse dans une campagne, quelle qu'elle soit, et une campagne présidentielle, c'est de parler aux Français, c'est de ne pas commenter. Donc on ne parle pas d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous ennuyez pas un peu, vous, en ce moment? Ça va. Les journalistes, les sondeurs. Parce que vous nous parlez de gens dont on ne sait pas s'ils sont candidats. Parlons justement des questions des Français. Une question sur la sécurité, pour que je précise les choses, vous avez entièrement raison. Par contre, pouvoir d'achat, niveau de vie... Vous savez qu'on va en parler. On va en parler, mais j'ai encore d'autres questions, parce que c'est important de savoir qui sera le candidat de la droite. Vous ne l'êtes pas encore, vous êtes candidat... Je souhaite être celui-ci, parce que je veux rassembler les Français. Et avant, il faut que je rassemble ma famille politique. Est-ce que vous ferez campagne pour le vainqueur de cette primaire qui ne dit pas son nom, quel qu'il soit? Évidemment. Même si c'est Éric Ciotti? Évidemment. Même si Éric Ciotti qui dit que lui voterait Zemmour au second tour face à Macron? Quel que soit le candidat qui sera retenu, nous serons tous avec lui. Et si je suis celui-ci, j'ai bien l'intention de faire campagne et de redresser notre pays, de gouverner avec les uns et avec les autres, et certains qui ne sont pas seulement dans ce congrès. On approche du pouvoir d'achat, on va parler de la pêche et de ce bras de fer entre la France et la Grande-Bretagne. Vous êtes président de la région Hauts-de-France, donc directement concerné par tout ça. C'est aujourd'hui en principe que devait expirer l'ultimatum fixé par la France à la Grande-Bretagne, qui disait en gros, si vous ne donnez pas des licences de pêche à nos pêcheurs comme c'est prévu dans l'accord du Brexit, eh bien on prendra des sanctions, on interdira vos navires, on mettra des droits de douane supplémentaires. Finalement, Paris a dit, on va laisser encore 48 heures pour la négo. On a raison d'attendre ou maintenant il faut taper? Je veux bien les 48 heures de plus, mais alors il faut être sacrément dur avec les Britanniques. Ça veut dire quoi? Vous savez, les Britanniques, ils ont toujours un raisonnement très simple. Tout ce qui est à eux est à eux. Tout ce qui est à nous se négocie. Si vous n'êtes pas prêt à faire un bras de fer très dur avec les Britanniques, vous perdez à coup sûr. Surtout que M. Johnson avait vraiment mis le paquet dans le Brexit, pour remporter le Brexit, sur les pêcheurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation dure depuis 10 mois. Ça fait 10 mois que je dis au gouvernement français, je ne suis pas le seul, des élus, toute sensibilité politique, ça va mal se passer, les Anglais ne vont pas respecter les accords. Et c'est seulement maintenant, à force de mettre la pression au gouvernement, que le gouvernement se réveille un peu tard. Donc vous dites quoi? Vous dites les si 48 jeudi, heures de plus, je veux bien. Ouais. Mais pour le reste, ce n'est pas seulement le secteur de la pêche, c'est les importations anglaises en Europe. On va bien contrôler dans ces cas-là pour voir si toutes les règles sanitaires, si tous les papiers sont bien remplis. En gros, il faudra isoler les Anglais? Oui. Oui. Pour qu'ils comprennent.
Je ne veux pas rentrer en guerre avec les Anglais. Je veux juste en guerre commerciale. Oui, je ne veux pas rentrer en guerre commerciale avec les Anglais. Je n'ai pas envie d'avoir une guerre de la pêche, mais je n'ai pas envie non plus que nos pêcheurs disparaissent. Il y a déjà des pêcheurs. Un bateau, le Sainte-Catherine-Labouré, il va être vendu parce que ce pêcheur n'a pas sa licence depuis des mois et des mois et il ne peut plus continuer son activité. Est-ce que l'on veut garder nos pêcheurs? Oui ou non? Moi, je veux les garder parce que derrière nos pêcheurs, c'est toute la filière de la pêche qui est pour nous très importante. Mais ça fait depuis maintenant janvier que nous disons au gouvernement, les Britanniques ne respectent pas. Seulement maintenant, donc jeudi on dernier met la délai. pression. Oui, on a compris. Et attention, il y a même aussi un autre sujet, ce que je vais dire n'est peut-être pas forcément très convenable, mais il y a les îles anglo-britanniques, Jersey, Guernesey. Nous les alimentons en électricité. On va leur faire payer beaucoup plus cher l'électricité. Je ne veux pas. On leur couperait l'électricité? Je viens de vous dire, faisons-leur payer beaucoup, beaucoup plus cher. Ce que je veux, c'est ne pas appliquer ces sanctions-là. Je veux que le gouvernement britannique comprenne et change d'attitude. C'est un bras de fer. Les pêcheurs ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils ne sont pas les seuls, Xavier Bertrand. Si vous êtes élu, vous voulez instaurer une prime pour qu'aucun travailleur ne gagne moins de 1 500 € par mois. Déjà, on parle en net ou en brut? En net. En 1 500 net. Qui va payer cette prime? C'est avec le budget de l'État, c'est un investissement. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai présenté l'ensemble de mes mesures, je présenterai également comment je les finance. Que vous serez le président du quoi qu'il en coûte, en fait, le suivant? Non. Je sais faire des réformes. Quand j'ai pris la tête de ma région, elle était surendettée. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans une moyenne. Pourquoi? Parce que je sais que dans la vie, dans votre ménage, dans une entreprise, dans une collectivité, à la tête de l'État, on ne dépense pas plus que ce que l'on a. Je sais aussi qu'il nous faudra des réformes pour que l'on ne fasse pas payer aux générations futures, ni même aux retraités, notre niveau de vie. Donc c'est compatible avec la maîtrise des déficits, avec le remboursement de la dette? Bien sûr. Donc vous récupérez d'un côté ce que vous donnerez de l'autre? Et en plus, ce que je vais vous dire, ça représente un investissement de 5 milliards d'euros par an, beaucoup moins que ce que le gouvernement dépense chaque semaine avec le chéquier de la France, beaucoup moins que ce que proposent certains candidats. Et l'idée est très simple, Monsieur Soto. Il n'y aura pas de hausse d'impôts? Aucune augmentation d'impôts, sauf pour des grandes entreprises comme les GAFAM. Trouvez normal, vous, que les Amazon, Google et tout ça payent aussi peu d'impôts et se moquent ouvertement de nous. Je veux juste revenir sur un point. Pourquoi cette prime au travail? Quand vous avez aujourd'hui des Français qui travaillent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, quand la fin du mois, ce n'est pas le 30, mais le 5 du mois, ça ne peut pas continuer comme ça. Je crois à une société du travail. Mais si nous ne permettons pas de retrouver de l'espoir à ceux qui bossent, notre pays ira dans le mur. C'est pour moi quelque chose d'essentiel et qui nous renvoie aussi à une société française. Je veux casser les plafonds de verre qui empêchent les catégories populaires qui travaillent de devenir classe moyenne, à des classes moyennes de faire plaisir à leurs enfants, de leur permettre de faire les études qu'ils veulent. Il faut casser ce système où la société française est figée et injuste. L'espoir. Emmanuel Macron, il veut redonner de l'espoir aux jeunes. Il va présenter tout à l'heure, normalement, le revenu d'engagement pour les jeunes de 16-25 ans. Le principe, c'est de verser 500 € en échange d'un engagement. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais c'est quoi qu'il veut nous remettre en place? Le RSA jeune, c'était son idée? Il dit que ce n'est pas le RSA jeune. Mais bon, écoutez, on va voir aujourd'hui. Son idée, c'était de faire le RSA jeune. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et de prendre les jeunes pour des imbéciles. Et les jeunes, ils veulent un emploi. Le premier emploi. Mais ceux qui sont en galère, ceux qui n'ont pas de formation, qui ne font pas d'études, c'est une bonne idée de leur donner 500 €. Est-ce que vous croyez qu'on les laisse tomber dans ma région des Hauts-de-France? Mais c'est par le travail et par l'activité. Et en plus, vous avez vu la mesure valable uniquement en 2022. Mais qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. On a un président qui ne se soucie pas du long terme, qui ne se soucie pas de remettre tout sur le travail. C'est une mesure électoraliste? Mais bien sûr, il fait campagne avec le chéquier de la France tous les jours. Et ça, c'est insupportable. Mais en revanche, M. Soto, pour les jeunes, premier emploi, premier logement pour avoir l'autonomie et aussi la mobilité pour ceux qui n'habitent pas dans le cœur des métropoles. Moi, c'est ce que je fais dans ma région, c'est ce que je veux faire pour toute la France. Le RSA, Xavier Bertrand, les salariés suspendus pour absence de passe sanitaire se retrouvent au RSA. Ça revient à transformer le RSA en allocation chômage, dénonce des présidents de département. Est-ce que ça vous choque? Vous avez tout résumé. Est-ce que ça vous choque? Vous avez tout résumé. Et je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez des propos de M. Macron quand il avait dit à son gouvernement et à sa majorité « Soyez fiers d'être des amateurs ». Tous les jours, ça se vérifie. Ce sont des amateurs. L'indemnité inflation, qui est une indemnité élection qui ne ressemble aujourd'hui, il faut bien le dire ce qui est, qu'à, encore une fois, un chèque pour les élections. Et cette mesure-là, c'est-à-dire qu'ils prennent cette mesure et ils oublient de savoir comment ils la financent et ils refilent le bébé, la responsabilité au département. Qui gère le revenu. C'est à eux de le faire. C'est vraiment, on le voit bien, panique à bord à tous les niveaux, obsédés qu'ils sont par la seule question de la réélection, alors qu'ils devraient se contenter d'être sur la logique, honnêtement, d'intérêt général. Il faut les réintégrer maintenant, les non-vaccinés? Non, je pense qu'il faut aussi qu'ils comprennent clairement que la vaccination, aujourd'hui, c'est la seule voie.
c'est la seule voie. Et il y a bien évidemment continuer à faire attention, les gestes barrières, mais cette vaccination, elle a protégé combien de nos concitoyens? Énormément. Énormément. J'ai une toute dernière question rapidement. Tout à l'heure, Nicolas Sarkozy sera entendu comme témoin dans le cadre du procédé des sondages de l'Élysée, dossier dans lequel il est couvert par son immunité présidentielle. C'est la première fois que la justice contraint un ancien chef d'État à venir témoigner sur des faits présumés en lien avec des actes accomplis dans le cadre de son mandat de président. Vous dites quoi? Chouette, la justice fait son travail dans ce pays, ou au secours, elle piétine la séparation des pouvoirs? Oui. La Constitution, l'esprit de la Constitution ne semble pas respecté à la lettre. Oui, je vous le confirme. Et Nicolas Sarkozy l'avait toujours dit, à partir du moment où il estime qu'il doit venir, pas besoin de lui envoyer les forces de l'ordre comme ça avait été indiqué à l'époque. Mais la Constitution, elle est très claire. Elle est très claire. Un président de la République, pour ce qui s'est passé pendant son mandat, n'a pas à être questionné, inquiété. La justice a fait un choix différent. Je le déplore. Merci beaucoup, Xavier Merci. Bertrand.